mon gendre m'a forcé à vendre la maison et m'a mise à la porte. Ma fille m'a lancé un sac cassé en criant « Prends tes ordures ». Quand je l'ai ouvert, j'ai été vraiment stupéfaite, un compte d'épargne de 700 000 $ et un mot. Ce qui était écrit à l'intérieur m'a laissé sous le choc. Prends tes ordures et sors d'ici. C'est ma maison maintenant. Ne reviens pas. Ma propre fille a jeté un sac poubelle à mes pieds, et elle m'a claqué la porte au nez. Je suis resté là, sous la pluie, à 65 ans, persuadé que ma vie était finie. Mais, quand j'ai ouvert ce sac, j'y ai trouvé 700 000 $ en liquide, et une lettre. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à l'adresse écrite à l'intérieur. Quand j'ai franchi cette porte, j'ai été choqué par la personne qui était assise là, à m'attendre. La personne qui m'attendait dans cet appartement de Seattle a tout changé. Mais avant de révéler qui c'était, dites-moi, avez-vous déjà eu quelqu'un qui croyait en vous, quand tout le monde avait abandonné? Répondez oui ou non ci-dessous. Parce que vous aurez besoin de ce contexte pour comprendre la suite. Je m'appelle Bernard Brox. J'ai 65 ans, et je suis veuf. Et jusqu'à cette nuit d'octobre, je pensais savoir ce que signifiait le mot famille. J'ai passé 40 ans à gérer la quincaillerie Brox, sur South East Division Street. Quand ma femme, Barbara, est tombée malade il y a 10 ans, j'ai vendu le magasin, pour payer des traitements qui n'ont pas fonctionné. Avec ce qu'il restait, j'ai construit une maison modeste à Portland Heights. Il y a 3 ans, ma fille Kimberly a épousé Brett Caldwell, un promoteur immobilier avec un sourire trop blanc, et une poignée de main trop ferme. Ils ont emménagé temporairement. Le temporaire est devenu permanent. Ça ne me dérangeait pas. Kimberly était mon unique enfant, et après avoir perdu Barbara, j'étais reconnaissant d'avoir de la compagnie. Mais ces derniers temps, Brett insistait lourdement. « Allez, cède-nous la maison, disait-il. » Planification successorale, répondais-je. J'ai 65 ans, pas 95. La maison valait maintenant 2,5 millions de $, et les yeux de Brett brillaient chaque fois que ce chiffre était évoqué. Ce mardi soir, au début du mois d'octobre, tout a explosé. Brett a claqué des papiers sur la table de la salle à manger. Signe ça. Transfert de propriété à Kimberly. J'ai secoué la tête. Je ne signerai rien. Sa mâchoire s'est contractée. Tu es égoïste. Cette maison vaut 2,5 millions. Qu'est-ce qui se passe si tu as une crise cardiaque? Nous devons la protéger. Je me suis levé lentement. La protéger, ou la contrôler? Le visage de Brett a rougi. Espèce de vieux têtu. Tu vis sous notre toit. J'ai construit ce toit, chaque poutre, chaque mur, de mes propres mains. Kimberly était assise en face de nous, pâle et silencieuse. C'était étrange. Ma fille ne restait jamais silencieuse pendant les disputes. Elle fixait juste ses mains, ses doigts se tordant nerveusement. Kimberly, chérie, parle-moi. Elle n'a pas levé les yeux. Brett s'est penché tout près. Signe les papiers, Bernard, ou il y aura des conséquences. Est-ce une menace? C'est une promesse. Dehors, la pluie a commencé à crépiter contre les fenêtres. Octobre à Portland, pile à l'heure. Kimberly ne voulait toujours pas croiser mon regard. Cela aurait dû être mon premier indice. Puis, elle s'est levée. Sa voix est sortie froide, mais ses mains tremblaient. Papa, je ne peux plus faire ça. Faire quoi? Papa, tu es le problème. Tu es un fardeau. Une encre qui nous tire vers le fond. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Elle a attrapé un sac poubelle noir dans le placard de l'entrée, et l'a jeté à mes pieds. Prends tes ordures et sors d'ici. C'est ma maison maintenant. Ne reviens pas, Brett a croisé les bras, avec un sourire narquois. Kimberly, s'il te plaît. Elle ne voulait pas me regarder. Brett m'a poussé vers la porte. Tu l'as entendu. La porte a claqué. Je suis resté sur le porche, sous la pluie, serrant ce sac poubelle. Mon esprit était vide. J'ai trébuché jusqu'à un abri de bus, à un pâté de maison de là, et je me suis effondré sur le banc froid. La pluie martelait le toit en plastique. Mon cœur était brisé, et ce sac poubelle était posé à côté de moi, la seule chose qu'il me restait. Je suis resté assis là, je ne sais pas combien de temps, l'eau trempant ma veste, mes mains engourdies. La fille que j'avais élevée seule venait de me jeter comme une ordure.
Qui avait-il à l'intérieur de ce sac? Je n'en avais aucune idée. Mais j'étais sur le point de le découvrir. À l'intérieur de ce sac poubelle, sous la lumière vacillante du lampadaire, j'ai trouvé quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mes mains étaient encore engourdies par le froid, ma veste trempée par la pluie d'octobre, mais j'ai finalement rassemblé le courage de l'ouvrir. Je pensais trouver de vieux vêtements, ou des fatras dont Kimberly voulait se débarrasser. Au lieu de cela, mes doigts ont touché des liasses enveloppées de plastique. Du liquide, des piles de billets de $100. J'en ai sorti une autre, et encore une autre. Mes mains tremblaient pendant que je comptais. $700 000 en liquide. C'est quoi ce bordel? Ai-je chuchoté. D'où est-ce que ça vient? Puis, j'ai vu une enveloppe au fond. Mon nom écrit de l'écriture de Kimberly. Mon cœur martelait alors que je l'ouvrais. Papa, si tu lis ceci, c'est que le plan a fonctionné. Je suis désolé pour ce que j'ai dit ce soir. Chaque mot était un mensonge. Il y a un mois, fin septembre, je me suis réveillé à 2 heures du matin. Brett était dans le bureau, au téléphone. Je suis allé chercher de l'eau, et je l'ai entendu à travers la porte. Il parlait à Will Amour, sa comptable, et sa maîtresse. J'ai réalisé cette nuit-là qu'il prévoyait quelque chose de terrible, il prévoyait de te faire du mal, papa. Brett a de gros ennuis. De très gros ennuis. Son dernier projet immobilier a échoué. Il a joué et perdu plus de $3 millions de l'argent des investisseurs, et il a falsifié des documents pour le cacher. La maison est sa seule issue. Elle vaut 2,5 millions, mais elle est à ton nom. Il avait prévu de mettre en scène un accident, une chute dans les escaliers, ou une urgence médicale pendant ton sommeil. Une fois que tu serais parti, il forgerait ta signature, transférerait la propriété, hypothéquerait la maison, et disparaîtrait avec Willa. J'ai essayé de rassembler des preuves, mais je n'en ai pas assez. J'ai entendu cet appel mais je ne l'ai pas enregistré. J'ai vu des textos et des transactions suspects, mais Brett garde tout verrouillé, et me surveille constamment. S'il soupçonne que je sais, nous sommes tous les deux en danger. C'est pour ça que je devais te faire sortir d'abord. Je devais lui faire croire que je le choisissais lui, plutôt que toi. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Les $700 000 sont à moi, papa. Je les ai gagnés grâce à mon travail de design, et à des parts dans des startups qui ont été rachetées. Brett pense que je gagne $30 000 par an. En réalité, j'en gagne 120 000. Je l'ai caché pendant des années, juste au cas où. Va à Seattle. Appartement 304, complexe Riverside, 2150, Aurora Avenue North. La clé est scotchée à l'intérieur de cette enveloppe. Je pars ce soir. J'ai dit à Brett que j'avais une réunion client demain. Il me croit. Je t'attendrai. On va régler ça ensemble. Je t'aime, Kimberly. J'ai lu la lettre 2 fois. La pluie continuait de tomber, mais je ne la sentais plus. Je ressentais de la rage envers Brett, une fierté féroce pour Kimberly, et une froide détermination. Ma fille avait tout risqué pour me sauver la vie. Elle avait entendu des projets terribles et avait agi, mais elle n'avait pas encore de preuves. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de moi. J'ai marché jusqu'à ma voiture, et j'ai conduit vers le nord sur l'île 5. Pendant des mois, elle avait vécu avec un homme qui me voulait du mal, jouant son rôle tout en cherchant des preuves qu'elle ne pouvait pas atteindre. Ma petite fille était devenue une guerrière, et maintenant, c'était à mon tour de prendre les commandes. Brett Caldwell a commis une erreur fatale. Il nous a donné du temps. 3 heures plus tard, à 3 heures du matin, je me suis garé sur le parking du complexe Riverside à Seattle. Kimberly était arrivée des heures plus tôt. J'ai trouvé l'appartement 304, au 3e étage. Mes mains tremblaient alors que j'insérais la clé dans la serrure. Avant que je ne la tourne, la porte s'est ouverte. Kimberly se tenait là, pâle, les yeux gonflés par les pleurs et l'épuisement. Elle a chuchoté, « Papa », et sa voix s'est brisée. Tout a changé à ce moment-là, sans retour possible. Je suis entré, et Kimberly s'est effondrée dans mes bras, en sanglotant. Nous sommes restés là, dans ce petit appartement de Seattle, nous serrant l'un contre l'autre. Aucun de nous ne parlait. Nous n'en avions pas besoin. Quand elle s'est enfin reculée pour me regarder, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas ma petite fille, mais une femme qui avait traversé le feu pour sauver son père. J'ai détesté chaque seconde de tout ça,
a-t-elle chuchoté, devoir te dire ces choses. Tu m'as sauvé la vie, ai-je dit. Tu n'as pas à t'excuser. Quand j'ai dû te regarder dans les yeux et te traiter de fardeau. Sa voix a craqué. Papa, ça m'a presque brisé. Je sais. Je l'ai vu. Tu tremblais. Tu ne pouvais pas me regarder. J'étais terrifié que tu ne comprennes pas, que tu penses que je le pensais vraiment. J'ai saisi ses mains. Kimberly, écoute-moi. Ce que tu as fait a demandé plus de courage que tout ce que j'ai jamais vu. Tu n'es plus ma petite fille. Tu es l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Un bref moment de connexion, puis, maintenant, montre-moi tout. Kimberly a ouvert son ordinateur portable et a lancé l'enregistrement. La voix de Brett est sortie, claire et nette. Willa, le vieux ne bougera pas. On a tout essayé. Il ne signera pas, la voix de Willa, alors qu'est-ce qu'on fait, Brett? Eh bien, on fait ça à la dure. Il a 65 ans, il vit avec nous. Un accident, c'est facile. Une chute dans les escaliers. Traumatisme crânien, mort instantanée. La police pensera que c'était un AVC ou une crise cardiaque. Willa, et pour Kimberly? Brett a ri. Elle me fait totalement confiance. Une fois que le vieux sera parti, je jouerai le mari éploré. C'est tragique, mais nous devons aller de l'avant. Elle signera tout ce que je mettrai devant elle. On transfère la maison, on l'hypothèque pour 2 millions, on rembourse les dettes, et on disparaît aux îles Caïmans. Willa, et si elle ne signe pas? Brett a marqué une pause. Alors, nous aurons un autre accident. L'enregistrement s'est terminé. Mon visage est devenu froid comme la pierre. Kimberly m'a montré d'autres relevés bancaires, révélant 3,2 millions de dollars manquants sur les comptes du projet de Brett. Des virements vers des comptes offshore. Des pertes de jeux dans des casinos de Las Vegas. Des documents d'investisseurs falsifiés. Des photos de Brett et Willa ensemble. Restaurant. Hôtel. Il me trompe depuis 2 ans, papa. Il utilise ses compétences comptables à elle pour cacher ses crimes. J'ai rassemblé ce que j'ai pu le mois dernier. Tout ce que tu vois ici. Mais ce n'est toujours pas suffisant. J'ai fixé les preuves. Tu as des enregistrements, des preuves financières, des photos. Pourquoi ce n'est pas suffisant? J'ai fait des recherches, a dit Kimberly. Le simple fait de parler de faire du mal à quelqu'un ne suffit pas pour des accusations. Ils appelleront ça se défouler, ou de la spéculation. Un bon avocat le fera acquitter. Il faut qu'il commette réellement un crime que l'on peut prouver. Comme la falsification, ai-je dit lentement. Exactement. Si tu disparais, il pensera qu'il a gagné. Il deviendra imprudent. Il forgera ta signature pour transférer la maison. Ça, c'est de la fraude. C'est prouvable. J'aurai besoin d'aide. Je ne peux pas faire ça toute seule. J'y ai pensé. Est-ce que tu as toujours le numéro de Sam Crawford? J'ai souri légèrement. Mon vieux copain de l'armée, le détective privé. Oui, je l'ai. Appelle-le demain matin. Dis-lui tout. Ce matin-là, alors que l'aube se levait sur Seattle, j'ai passé 2 appels. Le premier était pour Sam Crawford. Il a décroché à la 2e sonnerie, malgré l'heure matinale. Bernard, c'est vraiment toi? Ça fait 3 ans que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Quand je lui ai dit ce dont j'avais besoin, il n'y a pas eu un moment d'hésitation. J'en suis. On commence quand? Le 2e appel était pour un jury comptable que Sam m'avait recommandé. À midi, nous avions assemblé une équipe. Au coucher du soleil, nous avions tracé une stratégie. Brett Caldwell pensait jouer aux échecs. Il n'avait aucune idée que nous venions de renverser tout l'échiquier. Les 8 semaines suivantes sont devenues les plus longues de ma vie. Je suis devenu un fantôme. Pas de téléphone, pas de carte de crédit, pas d'empreinte numérique. J'ai vécu dans cet appartement de Seattle comme un homme qui avait cessé d'exister. À 3 heures au sud, à Portland, Brett Caldwell tombait droit dans chaque piège que nous tendions. Sam m'a aidé à disparaître complètement. Nous avons annulé mes cartes, acheté un téléphone prépayé avec du liquide, et loué l'appartement sous un pseudonyme. C'est comme mourir sans vraiment mourir, ai-je dit à Samedi, chaque matin, je dois me rappeler que je ne suis plus Bernard Brox. Je ne suis personne.
Kimberly a signalé ma disparition aux voisins. Papa était dévasté après la dispute. Il est juste parti. Je ne sais pas où, a-t-elle dit. Elle a joué la fille inquiète à la perfection. Brett l'a réconforté publiquement. Il reviendra quand il se sera calmé. Les vieux peuvent être têtus. En regardant à travers les caméras cachées que Kimberly avait installées, j'ai murmuré, salaud arrogant. Sam a créé une fausse piste. Grâce à ses contacts de détective privé, Bernard Brox a été repéré en Arizona. Une carte de crédit a été utilisée à Tucson. C'est Sam qui a fait l'achat. Quiconque vérifierait penserait que j'avais quitté l'Oregon pour de bon. Puis, Brett a mordu à l'hameçon. Semaine 1, il a engagé un faussaire nommé Vince. La caméra de Kimberly a tout capté. J'ai besoin de signatures qui passeront l'inspection. Ça coûtera 10 briques. Marché conclu. Semaine 2, des signatures falsifiées sont apparues sur des documents de transfert de propriété. Sam a photographié Brett au bureau du greffier du comté. Les papiers déposés montraient Bernard Brox transférant la propriété à Kimberly Brox Caldwell. Semaine 3, Brett a emmené Kimberly à la banque. Puisque ton père est parti, nous devrions protéger nos actifs. Il a hypothéqué la maison pour 2 millions de dollars. Kimberly a demandé, confuse, est-ce légal, alors que papa n'est pas là? Brett a souri. Il a signé avant de partir. Fais-moi confiance. Elle portait un micro. Sam a tout enregistré. Semaine 4, Brett a payé ses dettes de jeu 800 000 $ à un casino de Las Vegas, 400 000 à des créanciers privés. Sam a tracé chaque transaction. Semaine 5, Brett a planifié sa grande cérémonie, un nouveau développement financé par l'argent volé. Il a invité des investisseurs, la presse, et des représentants de la ville. C'est mon grand retour, mon couronnement. Semaine 6 et 7, Brett est devenu de plus en plus affectueux avec Kimberly. Il a acheté des cadeaux coûteux. Elle a feint la gratitude. Je regardais, en pensant que chaque sourire lui coûtait, mais elle n'a jamais flanché. Semaine 8, où il a emménagé dans la chambre d'amis pour aider à planifier le projet. Brett prétendait que c'était professionnel. Ils cachaient à peine leur liaison désormais. Kimberly faisait semblant de ne rien remarquer. De Seattle, je regardais tout. Chaque mensonge, chaque signature falsifiée, chaque dollar issu de cette hypothèque illégale. Nous construisions un dossier en béton, et Brett s'y jetait volontairement. Puis est venue la découverte la plus sombre. Tard dans la 7e semaine, Kimberly m'a envoyé un nouvel enregistrement. J'ai écouté avec mon casque, et mon sang s'est glacé. Kimberly agit bizarrement, a dit Brett, elle pose des questions sur la paperasse. Tu crois qu'elle sait, a demandé Willa. Je ne sais pas. Peut-être. Elle est plus intelligente que je ne le pensais. Si elle sait vraiment, alors elle devient un problème. Le vieux était facile, sacrifiable. Mais Kimberly, si elle demande le divorce, elle prend la moitié de tout. Je ne peux pas laisser ça arriver. Mes mains tremblaient. Ce n'était plus seulement à propos de moi. Ma fille était en danger. Je suis resté assis seul dans cet appartement sombre, écoutant Brett discuter de faire du mal à mon enfant comme s'il s'agissait d'une décision d'affaires. Pendant 8 semaines, j'avais été patient, stratégique, jouant sur le long terme. Cet enregistrement a tout changé. Ce n'était plus une question de justice, de ma maison, ou de mon nom. C'était une question de survie. J'avais 2 semaines avant le moment de triomphe de Brett, quand il se tiendrait sur scène comme un roi. 2 semaines pour transformer cela en son jugement dernier. Soudain, 2 semaines semblaient à la fois être une éternité, et pas assez de temps du tout. 1er décembre. Le grand événement de Brett était prévu pour le 15 décembre, exactement 2 semaines plus tard. Sam Crawford était assis en face de moi dans l'appartement de Seattle. Les dossiers de preuves étaient étalés entre nous comme des plans de bataille. « Tu es prêt ?» a-t-il demandé. J'ai croisé son regard. Brett prévoit de faire du mal à ma fille. Je n'ai jamais été aussi près. Les murs de l'appartement étaient couverts de preuves, une chronologie sur un tableau blanc, des photos de documents falsifiés, des organigrammes financiers traçant l'argent volé, et des transcriptions de conversations enregistrées. Sam avait fait venir un contact critique, l'agent du FBI Karen Wallace. Elle enquêtait sur la société de Brett pour fraude aux investisseurs depuis des mois. Nous avons l'œil sur Caldwell Développement depuis longtemps,
a-t-elle dit. Mais nous ne pouvions pas entrer à l'intérieur. Vos preuves comblent toutes les lacunes. L'agent Wallace a examiné les dossiers attentivement. C'est du solide. Faux et usage de faux, fraude, détournement de fonds, complot en vue de nuire. Il risque 15 à 20 ans minimum. Puis elle a ajouté, mais nous devons l'attraper proprement. Un cadre public, des témoins, aucune place pour que les avocats déforment la réalité. C'est pour ça qu'on utilise sa cérémonie d'inauguration, ai-je dit. 200 invités, la presse, les officiels de la ville, y compris le maire Richardson. Il sera sur scène, convaincu d'avoir gagné. Ils ont finalisé le plan. Des agents du FBI assisteraient à l'événement en tant qu'investisseurs anonymes. Quand la vidéo serait diffusée, ils interviendraient. Un mandat simultané serait exécuté pour Will Amour. Tout était chronométré à la seconde près. L'agent Wallace a hésité. Monsieur Brox, des arrestations publiques comme celle-ci sont inhabituelles. Je me suis penché en avant. Il a prévu de nous faire du mal, à moi et à ma fille. Il a volé des dizaines de personnes. Il doit tomber aussi publiquement qu'il s'est élevé, ou les hommes comme lui penseront qu'ils sont intouchables. Wallace m'a étudié, puis a hoché la tête. D'accord, finissons avec lui. Sam et moi avons passé des jours à assembler la vidéo de révélation. Elle s'ouvrait sur ma disparition signalée. Puis venaient les enregistrements. L'audio synchronisé avec des sous-titres. Les signatures falsifiées apparaissaient à côté des vraies. Les documents financiers exposaient le détournement de fonds. Une chronologie claire des crimes suivait. Des photos de la liaison de Brett et Willa flashaient à l'écran. La révélation finale montrait la vérité, j'étais toujours en vie. Sam a installé à distance le système de piratage audiovisuel au centre de convention de Portland. Il couperait la présentation de Brett à un moment précis. Une fois déclenché, cela ne pourrait pas être arrêté. Une clé USB de secours était prête au cas où quelque chose échouerait. J'ai enregistré la voix off par section, d'un ton stable et contrôlé. Sam a tout monté ensemble. Nous avons répété encore et encore. Ça doit être impeccable, a dit samedi, on n'a qu'une seule chance. La vidéo finie durait 12 minutes. Chaque seconde comptait. Je prenais des nouvelles de Kimberly tous les jours sur une ligne sécurisée. Elle était épuisée. Je ne sais pas combien de temps je peux encore faire ça, a-t-elle admis. Juste quelques jours de plus, lui ai-je dit. Tu es presque libre. Brett devenait soupçonneux. Tu sembles distante, a-t-il dit. Kimberly a joué le jeu parfaitement. Je suis juste stressé pour ton grand moment. Je veux que ce soit parfait. 2 jours avant la cérémonie, Brett a répété son discours. Kimberly l'a regardé arpenter la pièce avec confiance. Elle m'a envoyé un texto plus tard, il n'a aucune idée de ce qui arrive. La nuit avant l'événement, elle n'a pas pu dormir. À 2 heures du matin, son message est arrivé. Papa, j'ai peur. Et si quelque chose tourne mal? J'ai répondu immédiatement. Rien ne tournera mal. Demain, nous reprenons nos vies. 15 décembre, 18 h. Je me tenais dans les coulisses du centre de convention de Portland, portant le costume que j'avais mis pour la remise de diplôme de Kimberly. À travers une fente dans le rideau, j'ai regardé 200 personnes prendre place. Investisseurs, journalistes, officiels de la ville. Le maire Richardson était assis au premier rang. L'agent Wallace et son équipe se fondaient dans la masse sans effort. Kimberly était assise au 3e rang, les mains jointes, le visage calme. Je fus le seul à remarquer ses doigts qui tremblaient. Puis, Brett Caldwell est entré sur scène dans son costume de créateur, souriant, saluant comme un roi. Il ne se doutait pas que dans exactement 12 minutes, tout ce qu'il avait construit serait réduit en cendres. Les lumières se sont tamisées, et la foule s'est installée. Brett Caldwell s'est avancé vers le micro et, depuis l'ombre des coulisses, je l'ai observé. Mon cœur battait la chamade. C'était le moment. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La scène était parfaite, un écran géant derrière lui, un podium estampillé du logo de Caldwell Développement, des projecteurs étincelants. Brett a souri et a commencé avec une aisance bien rodée. Mesdames et messieurs, monsieur le maire Richardson, distingués invités. Merci d'être ici ce soir. Sa voix était douce, confiante. Cette soirée marque plus qu'une inauguration. Elle marque une vision réalisée, une promesse tenue.
Des diapositives sont apparues derrière lui. Des rendus architecturaux élégants, des déclarations sur papier glacé concernant la croissance et l'impact communautaire. Ce projet apportera 500 emplois à Portland. Nous ne construisons pas seulement des structures. Nous construisons une communauté, nous construisons la confiance, nous construisons un héritage. Depuis les coulisses, ma mâchoire s'est serrée. L'hypocrisie était écœurante. Brett a fait un geste vers le 3e rang. Rien de tout cela ne serait possible sans mon incroyable épouse, Kimberly. Ton soutien signifie tout pour moi. Kimberly a souri faiblement et a hoché la tête. Des applaudissements polis ont suivi. Brett est devenu plus animé. Ce projet représente tout ce que je défends. Intégrité, partenariat, vision. Il a levé la télécommande. Maintenant, laissez-moi vous montrer l'avenir de. L'écran est devenu noir. Le sourire de Brett a vacillé. Léger problème technique. Juste un instant. Il a cliqué à nouveau. Rien. Les haut-parleurs ont hurlé avec un Larsen. Il s'est tourné brusquement vers les coulisses. Qu'est-ce qui se passe? Réglez ça. Puis, les haut-parleurs ont pris vie. Bonjour, Brett. Surpris d'avoir de mes nouvelles? Ma voix a résonné dans la salle. Brett s'est figé. La couleur a quitté son visage. Des murmures confus ont parcouru le public alors que l'écran s'illuminait à nouveau, cette fois avec mon visage. Je m'appelle Bernard Brox, disait la vidéo. Il y a 3 mois, l'homme qui se tient devant vous a prévu de me faire du mal. Laissez-moi vous montrer exactement comment. Brett s'est jeté sur son micro. C'est une blague. Mais il était coupé. Sam avait tué l'audio. Brett a fait de grands signes frénétiques vers la cabine technique, mais plus personne ne le regardait. Tous les yeux étaient rivés sur l'écran. Un carton-titre est apparu, partie 1, complot en vue de nuire. L'audio a joué, les sous-titres clignotant en dessous. La voix de Brett a rempli la pièce. On fait ça à la dure. Il a 65 ans. Un accident, c'est facile. Une chute dans les escaliers. Traumatisme crânien. La police pensera à un AVC ou une crise cardiaque. Des halètements ont parcouru la foule. La voix de Will Amour a suivi, et pour Kimberly? Brett a répondu calmement, elle me fait confiance. Une fois que le vieux sera parti, elle signera tout. On transfère la maison, on l'hypothèque pour 2 millions, on paie les dettes, et on disparaît. J'ai regardé le public réagir par vagues, main sur la bouche, visage pâle. Le maire Richardson fixait la scène avec horreur. Les investisseurs chuchotaient avec colère entre eux. Kimberly restait immobile, les larmes coulant librement maintenant, ne jouant plus la comédie. Soulagement, sécurité. C'était en train de finir. Ma narration a continué. Cette conversation a été enregistrée il y a 2 mois. Brett Caldwell ne savait pas que sa femme avait découvert son plan. Il ne savait pas qu'elle me protégeait. L'écran a changé à nouveau. Partie 2, fraude. L'affichage s'est divisé en 2. À gauche, ma vraie signature provenant de vieux documents. À droite, les signatures falsifiées des transferts de propriété. Des flèches rouges soulignaient les différences, l'inclinaison, la pression, les lettres arrondies. Le 3 octobre, a dit ma voix, Brett Caldwell a engagé un faussaire. Il a déposé des documents frauduleux et a volé ma maison. Des tampons du comté sont apparus, des dates, des numéros de dossier. Puis, des papiers d'hypothèque ont rempli l'écran. 2 millions de dollars. Ma signature falsifiée en bas. Le 15 octobre, il a hypothéqué une maison qu'il ne possédait pas. C'est de la fraude. C'est du vol. La vidéo s'est mise en pause. Le silence pesait lourdement sur la salle. Brett se tenait rigide sur scène, la sueur trempant son costume coûteux. Il a essayé de parler, mais personne ne s'en souciait. L'image s'est figée sur la signature falsifiée pendant 3 longues secondes. Puis mon visage est apparu à nouveau. Mais, mesdames et messieurs, ai-je dit, les crimes de Brett Caldwell vont bien au-delà du faux ou du complot. Il ne m'a pas seulement volé moi. Il a volé chaque personne présente dans cette salle. La vidéo a continué. L'écran s'est rempli de chiffres, de comptes bancaires, de virements, des montants qui ont fait se pencher les investisseurs en avant avec une concentration soudaine et aiguë.
Brett Caldwell n'était pas seulement un escroc aux intentions dangereuses. C'était un voleur. Et j'étais sur le point de le prouver à tout le monde dans cette pièce. Un nouveau titre est apparu, partie 3, détournement de fonds. Des relevés bancaires défilaient à l'écran tandis que ma voix enregistrée narrait calmement, Caldwell Développement gérait les investissements de 47 individus. Total, 8,5 millions de dollars. Un graphique a tout décomposé. Argent reçu, 8,5 millions des investisseurs. Dépenses légitimes, 2,1 millions. Frais de consultation acheminés offshore, 3,2 millions. Dépenses personnelles à Vegas et produits de luxe, 1,8 million. Paiement à Will Amour, 900 000. Restant, 500 000. Des reçus ont suivi. Des relevés de casino montraient 847 000 dollars débités sur le compte joueur de Brett. Des virements coulaient vers un compte aux îles Caïmans nommant Will Amour comme bénéficiaire. Des achats de voitures de luxe totalisaient 180 000 dollars. Des reçus de bijouterie montraient 95 000 dollars d'achats pour quelqu'un identifié seulement comme WM. Des noms de comptes ont flashé. Compte joint Brett Caldwell et Will Amour. La caméra a panoté vers Willa dans le public. Elle se tenait debout, essayant de se glisser discrètement vers une sortie. Les agents du FBI bloquaient chaque porte. Elle s'est figée, puis s'est rassise lentement. La salle a explosé. « C'est mon argent », a crié quelqu'un. « Il a dit que ça payait les permis », a hurlé un autre. La colère se propageait comme un incendie. Un nouveau titre est apparu, partie 4, vol. Des registres de propriété ont rempli l'écran. Mon adresse à Portland Heights. Valeur estimée, 2,5 millions de dollars. Propriétaire légal, Bernard Brooks depuis 2014. Puis la demande d'hypothèque est apparue. Déposée le 15 octobre. Montant, 2 millions de dollars. Signé par Bernard Brooks. Faux. Ma voix a continué, égal. Je n'ai jamais signé ces documents. Je n'ai jamais autorisé cette hypothèque. Brett Caldwell a volé ma maison et l'a utilisée comme garantie. La trace de l'argent a suivi. 2 millions déposés sur le compte de Brett, 800 000 vers les casinos de Vegas, 400 000 vers des créanciers privés, 600 000 vers le compte aux Caïmans, 200 000 étiquetés frais de fonctionnement. Chaque dollar tracé, chaque crime visible. Puis est venue la révélation la plus sombre. Un carton titre disait, partie 5, le complot continue. Un enregistrement datant de fin novembre a été diffusé. La voix de Brett. Kimberly agit bizarrement, elle pose des questions. Willa a répondu, tu crois qu'elle sait, Brett? Pause. Puis elle a dit froidement, si elle sait, elle est un problème. Si elle demande le divorce, elle prend la moitié. Willa a demandé doucement, qu'est-ce que tu dis? Brett a répondu, si elle devient un obstacle, on s'en occupe. De la même façon qu'on l'avait prévu pour le vieux. Le public a halté. Quelqu'un a chuchoté, oh mon Dieu. Kimberly s'est levée, les larmes coulant librement. Ma narration a suivi, il n'avait pas fini. Il était prêt à faire du mal à ma fille. Sur scène, Brett secouait la tête, bredouillant des démentis. Son micro restait mort. La vidéo s'est terminée avec mon visage remplissant l'écran. Brett Caldwell croyait que j'étais vieux, invisible, jetable. Mais voici ce qu'il ne savait pas, les lumières se sont éteintes. Un projecteur unique a illuminé le fond de l'auditorium. Je suis entré dans la lumière, vivant, et j'ai commencé à marcher dans l'allée centrale. La foule a explosé. Halètements. Applaudissements. Cris d'incrédulité. Les appareils photo flashaient. J'ai marché d'un pas régulier, les yeux fixés devant moi. Brett se tenait figé sur scène, le visage blanc, le costume trempé de sueur. « Tu étais censé être », a-t-il bégayé. « Parti », ai-je dit en atteignant la scène. « Désolé de vous décevoir. » L'agent Karen Wallace et son équipe du FBI sont intervenus. « Brett Caldwell, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, faux et usage de faux, détournement de fonds, et complot en vue de nuire. » Les menottes ont claqué. Brett s'est débattu. C'est un coup monté. Wallace a répondu calmement, nous pouvons prouver chaque mot. Au même moment, des agents arrêtaient Willa à son siège. J'ai fait face au public. Je m'appelle Bernard Brooks. J'ai 65 ans. Il y a 3 mois, cet homme a essayé de m'effacer.
J'ai marqué une pause. Il a échoué. Kimberly a couru sur la scène et a fait face à Brett. Je demande le divorce, a-t-elle dit fermement. Tu ne toucheras jamais à mon argent. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a serré fort dans ses bras. On l'a fait, papa. Tu nous as sauvés, ai-je répondu. Alors que Brett était emmené menottes au poignet, devant les caméras et les témoins, je me tenais sur cette scène, tenant la main de ma fille. Les flashs crépitaient, les voix criaient. Quelque part derrière tout cela, j'ai ressenti quelque chose de simple et puissant. Je me sentais libre. Les camionnettes de télévision étaient toujours garées à l'extérieur du centre de convention de Portland quand Kimberly et moi sommes sortis ensemble. Les journalistes criaient des questions. Les caméras traquaient chacun de nos pas. Mais pour la première fois en 3 mois, je ne me cachais pas. Je ne faisais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. J'étais juste Bernard Brox. Et j'avais l'impression de me réveiller d'un très long cauchemar. La justice n'est pas toujours rapide, mais elle a été minutieuse. Brett Caldwell a plaidé coupable. Les preuves vidéo étaient trop accablantes pour être contestées. Il a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour fraude, faux, complot en vue de nuire, détournement de fonds, et fraude électronique. Will Moore a accepté un accord de plaidoyer et a pris 7 ans pour complicité de fraude, association de malfaiteurs, et détournement de fonds. La propriété de la maison m'a été restituée. L'hypothèque illégale de 2 millions de dollars a été annulée. Les actifs de Brett ont été saisis et distribués aux investisseurs qui l'avaient escroqué. Ils ont récupéré une partie de leur argent, pas tout, mais une partie. Le divorce de Kimberly a été finalisé en mars. Elle a gardé la totalité de ses 700 000 dollars, bien propres qu'elle avait gagnés avant le mariage. Pas de pension alimentaire, une rupture nette. Au printemps, tous les enchevêtrements juridiques étaient réglés. Brett Caldwell passerait la prochaine décennie et demie en prison fédérale. Et Kimberly était enfin, vraiment libre. En avril, nous nous sommes tenus ensemble dans la maison vide. Les meubles avaient été vendus. Nos pas résonnaient dans les pièces nues. Nous les avons traversés une dernière fois. Dans la cuisine, j'ai dit, ta mère t'a appris à faire des biscuits juste ici. Tu te souviens. Dans le salon, tu as fait tes premiers pas sur ce tapis. Mais nous ressentions tous les deux l'obscurité, aussi. C'est ici que Brett complotait, a dit Kimberly doucement. Où il a venait planifier leur crime. J'ai regardé les murs que j'avais construits de mes propres mains. Qu'est-ce que tu veux en faire, papa, a demandé Kimberly. J'ai pris une longue inspiration. J'ai construit cette maison pour créer un foyer, mais un foyer, ce ne sont pas des murs et du bois. Ce sont les gens. C'est l'amour. Et il y a trop d'obscurité dans ces murs maintenant. Alors, on la vend. On la vend. Et on construit quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. La maison s'est vendue pour 2,6 millions de dollars. Nous avons partagé 50-50e. Kimberly a essayé de s'y opposer. Papa, je n'ai pas besoin. Tu m'as sauvé la vie, Kimberly. Tu mérites ça. D'ailleurs, j'ai des projets pour ma moitié. Kimberly a utilisé sa part, 1,3 million, plus ses 700 000 dollars d'économie pour fonder Brox Design Company, un cabinet d'architecture et de design spécialisé dans le logement abordable. Sa déclaration de mission disait, le bon design ne devrait pas être réservé aux riches. Son premier projet était un centre communautaire dans l'est de Portland, servant les familles à faible revenu avec des programmes périscolaires, des formations professionnelles, et des services pour les seniors. 6 mois plus tard, son entreprise prospérait. 4 employés embauchés, 3 projets majeurs en cours. Le Portland Business Journal l'a présenté, une jeune designer pionnière du logement abordable. Dans l'interview, elle a dit, pendant des années, j'ai caché qui j'étais, caché ce que je gagnais, caché mes capacités. Plus jamais. Maintenant, je construis selon mes propres termes, et c'est incroyable. J'ai utilisé ma part pour lancer Second Chance Builders, une organisation à but non lucratif enseignant les métiers manuels aux personnes de plus de 50 ans. Menuiserie, réparation domestique de base, plomberie, électricité, plus des ateliers de littératie financière axés sur la prévention des abus financiers envers les aînés. Pour que ce qui m'est arrivé, ai-je dit à la première classe, n'arrive jamais à personne d'autre. J'ai engagé Sam Crawford comme directeur exécutif. Nos cours avaient lieu au centre communautaire conçu par Kimberly. Notre première classe comptait 15 étudiants,
âgé de 52 à 71 ans. Un enseignant retraité apprenant la menuiserie. Une veuve apprenant à réparer sa propre plomberie. Un ancien comptable licencié à 58 ans apprenant les réparations domestiques pour lancer une entreprise d'hommes à tout faire. J'ai passé 40 ans à construire des choses, leur ai-je dit. Maintenant, j'apprends aux autres à construire. Pas seulement des compétences, mais de la confiance. Savoir que vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau. Jamais trop vieux pour recommencer. Kimberly et moi avions nos dîners du dimanche ensemble chaque semaine, sans jamais en manquer un. Nous collaborions sur des projets, ses designs, mon expertise en construction. Nous avions traversé l'enfer ensemble, mais nous en étions sortis plus forts. Pas seulement en tant que père et fille, mais en tant que partenaires, en tant qu'égaux, en tant que survivants qui refusaient de rester des victimes. 6 mois après cette nuit au centre de convention, Kimberly et moi nous tenions ensemble lors de l'inauguration de notre centre communautaire. Son design, mon espace d'enseignement, notre vision partagée de donner aux gens une seconde chance. Le maire Richardson était là. Oui, le même maire Richardson qui avait été témoin de la chute de Brett Caldwell. Les caméras des nouvelles locales tournaient. Mais cette fois, elles enregistraient quelque chose de bon, quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Kimberly m'a tendu les ciseaux. « Tu veux faire les honneurs, papa ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé le bâtiment, solide, utile, construit pour servir et durer, comme nous. J'ai souri et j'ai pris sa main. Faisons-le ensemble, ma chérie. Les gens me demandent souvent maintenant, lors d'ateliers, d'événements, ou même à l'épicerie, quand quelqu'un me reconnaît des infos, « Bernard, comment as-tu fait? Comment es-tu revenu ?» Je donne toujours la même réponse, la vérité. J'enseigne la menuiserie dans ma classe Second Chance Builders pour les plus de 50 ans. Quand Georges, 68 ans, pose cette question, je pose mes outils et je dis, tu veux une réponse honnête? Je ne suis pas revenu. J'ai avancé. Il y a une différence. Revenir signifie essayer de retourner à qui vous étiez. Mais l'homme qui faisait confiance trop facilement, qui croyait que maintenir la paix signifiait accepter le manque de respect, est parti. Et bon débarras. Avancer signifie devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui connaît sa valeur. L'âge ne vous rend pas faible. Il vous rend plus sage, plus expérimenté, plus stratégique. Ce sac poubelle que ma fille m'a jeté. Les gens entendent ces histoires de grand-père et pensent que c'était une ordure. Ce n'était pas le cas. C'était un cadeau. La façon de Kimberly de dire, « Papa, je te fais confiance. » Riposte. Et je l'ai fait. Dieu m'a donné la clarté de voir que les batailles les plus difficiles ne se gagnent pas avec la force. Elles se gagnent avec la patience, la stratégie, et en sachant quand attendre et quand agir. Construire un dossier, c'est comme construire une maison, une planche à la fois. Je ne parle pas seulement à Georges. Je parle à tous ceux qui écoutent ces histoires de grand-père. Brett Caldwell a commis une erreur fatale. Il a confondu l'âge avec la faiblesse. Il pensait que 65 ans signifiait invisible, fini. Mais l'âge, c'est la sagesse acquise au fil des décennies. C'est savoir comment planifier et protéger l'avenir. Brett avait 38 ans, il était impulsif, avide, arrogant. C'étaient ses faiblesses. J'avais 65 ans, j'étais patient, stratégique, expérimenté, et j'avais quelque chose qu'il n'a jamais eu. Des gens qui m'aimaient. Ma fille a tout risqué pour me sauver. Pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle l'a choisi. Parce que nous avons construit la confiance pendant 35 ans. Chaque histoire avant de dormir, chaque pièce de théâtre à l'école, chaque moment où elle a eu besoin de moi. Dieu m'a donné cette fondation, et elle nous a sauvés. Cette histoire vraie ne parle pas de vengeance. Elle parle d'amour. Brett avait des complices. J'avais une famille. C'est ça la différence. Les vraies relations se battent pour vous. Les relations transactionnelles partent quand vous n'êtes plus utile. Alors, si vous vous sentez invisible, jeté comme une ordure, écoutez attentivement. Vous n'êtes pas votre âge. Vous n'êtes pas votre situation. Vous êtes vos choix. Chaque jour, vous choisissez, abandonner ou vous lever, accepter la défaite ou vous battre, vivre l'histoire de quelqu'un d'autre ou écrire la vôtre. J'ai choisi de me battre. J'ai 66 ans maintenant. J'enseigne 3 jours par semaine. Je déjeune le dimanche avec ma fille. Je dors paisiblement,
sachant que je me suis défendu. Je n'ai jamais été aussi heureux. Ce sac poubelle a changé ma vie. Cette histoire vraie prouve qu'il n'est jamais trop tard. Ces histoires de grand-père existent pour vous le rappeler. Merci d'avoir écouté mon histoire vraie.